Vous en avez déjà fait un autre, l'article? Oui, déjà, oui. Et il est déjà J'ai publié? fait- Il est publié déjà? Oh, je pense, oui. Oui. Je pense que si nous allons sur les sites, on peut trouver quelque chose. Donc, moi, j'ai fait, j'envoie. Il y a quelques efforts qui sont en train d'être fournis. Il y a des routes qui sont en train d'être construites, mais jusque-là, ce n'est pas toute la partie tous les réseaux routiers ne sont pas encore réunis. C'est vrai, il faut souligner que s'il y avait des meilleures infrastructures routières, s'il y avait la paix, parce que la production est là, la production agricole est là. Elle pourrit, on ne sait pas quoi faire avec, il y a des pommes de terre, il y a beaucoup de choses dans la partie est du pays. Alors, s'il y avait des meilleures infrastructures routières, je pense que Kinshasa serait riche. Kinshasa et d'autres parties du pays seraient alimentées. On n'aurait plus besoin d'importer la nourriture venant de Chine, venant de l'Angola, qui alimente souvent Kinshasa, venant d'ailleurs. Donc, il y aurait une sorte d'autosuffisance alimentaire. À Kinshasa, on a de points de vente, je peux appeler ça des magasins, où on ne vend que de produits venant du Kivu. Vous voyez, c'est déjà un pas, puisque le produit qui vient de Kivu, c'est frais, c'est bio, pour dire le mot exact, c'est bio, alors que Kinshasa est alimenté de produits venant d'ailleurs qui ne sont pas bio. Mais seulement, on les vend cher parce que les seuls moyens de transport, c'est l'avion. Or, pour un opérateur économique qui utilise l'avion comme moyen de transport pour faire parvenir sa marchandise, il doit mettre les moyens qu'il faut et alors les produits à un coût élevé. Et si jamais les routes étaient bien arrangées, les routes étaient bien confortables, les prix seraient réduits. Toute la population quinoise sera en mesure de manger bio, de manger les produits venant de Kivu. Du point de vue économique, le Nord Kivu, le Sud Kivu, on l'appelle d'ailleurs les greniers de la RDC. Et ce n'est pas en vain, parce qu'il y a beaucoup de produits venant de là qui arrivent quand même, mais avec un peu de difficultés à Kinshasa. Et les minerais constituent l'une des principales sources d'entrée de richesses pour les pays. Et jusque-là, le gouvernement est en train de penser à diversifier l'économie. Comme les minerais, ça commence à boitiller à l'international, il faut penser à l'agriculture, il faut penser à l'industrie, il faut penser à autre chose parce que ça a créé un peu un déséquilibre. Il n'y avait plus assez d'entrées, assez de recettes. Il faut maintenant chercher comment combler ces déficits-là, le temps que les prix à l'international puissent remonter. En fait, la société civile avec différentes ONG menait un lobbying. Donc, c'était vraiment assez avancé pour que le code minier soit révisité. Le mot. Le code minier qu'on puisse changer le code minier. Puisque jusque-là, c'est plus les entreprises minières qui bénéficiaient, qui tiraient les avantages de ces codes miniers. Mais la population locale ne sentait pas vraiment l'impact. Une entreprise minière pouvait venir s'implanter, il construit juste une petite école, juste un petit dispensaire, il arrange juste quelques mètres de route. Pour elle, elle s'est dit, elle est satisfaite dans son cahier de charges, elle dit, voilà, j'ai rempli ma part des responsabilités sociétales, j'ai construit, j'ai fait ceci. Mais il n'y avait pas de contraintes, alors que la société civile exigeait que ces entreprises minières puissent réellement créer l'impact économique sur la population locale, que la population locale puisse voir des nouveaux petits jobs se créer, les taux de chômage puissent diminuer, que l'argent puisse circuler, que la main-d'œuvre soit locale en grande partie, au lieu que la main-d'œuvre puisse venir d'ailleurs. Donc, c'est toutes ces exigences-là que la société civile apportait au gouvernement par rapport à la modification de ces codes miniers. Mais malheureusement, on était surpris. Le ministre l'a annoncé, quand il était en Afrique du Sud, il a annoncé que, vu la situation
économique, la situation des matières premières à l'international qui ne fait que baisser, alors le gouvernement ne veut pas perdre les peu de clients, les peu d'investisseurs qui sont là. Et il cherche un moyen à ce que d'autres investisseurs puissent également venir s'ajouter au nombre qui sont là. Alors, il a trouvé mieux jusque-là de maintenir le code minier tel quel. C'est la raison avancée en fait. Nous avons, dans notre magazine économique, nous avons eu à traiter ces sujets. C'était vraiment un débat houleux. Pour le gouvernement, non, la situation est un peu critique, il faut amener d'autres investisseurs. C'est vrai, mais pour les ONG et la société civile, il n'en est pas question. C'est vrai que la situation est critique, c'est vrai qu'il faut attirer des investisseurs, mais il faut d'abord penser à la population locale. Il faut d'abord penser aux Congolais à qui cette richesse appartient. Il faut que ces Congolais-là puissent réellement bénéficier de ces richesses-là. Donc, le débat est encore là. Et peut-être qu'il va revenir sur sa décision et qu'on va finalement modifier ces codes miniers. Il y a un pas qui est un peu faible, hein, mais il y a quand même un pas qui est en train d'être fait. Et dernièrement, le gouvernement avait lancé une campagne Made in Congo. Donc, pour dire qu'au Congo, c'est possible de créer des industries au Congo pour un peu encourager les Congolais à développer ce qu'ils ont dans la tête, à créer des petites industries. Et qui sait, peut-être à partir de ça, ça va encourager les investisseurs à venir financer. Et plus tard, pourquoi ne pas construire des industries de transformation des minéraux? C'est en fait un pas pour aller vers cette idée-là de créer des industries de transformation des minéraux. Mais il faut commencer quelque part. Et avec la campagne Made in Congo, c'est un pas, un petit pas, mais c'est quand même un pas. Dépend pas seulement du gouvernement, mais dépend aussi en grande partie de la volonté des pays de la région des Grands Lacs. Puisqu'il faut dire aussi qu'ils sont entre guillemets un peu responsables de ce qui se passe là-bas. Ils ont quand même leur part de responsabilité. Les gouvernements font des alliances, les gouvernements essayent de faire des tractations avec le pays des Grands Lacs. Il y a des réunions qui se tiennent, il y a des... si je peux appeler ça pactes, hein, qui sont signés, des contrats qui sont signés pour que réellement il y ait la paix dans la partie Est. Mais jusque-là, on sent encore une certaine résistance. C'est vrai, on peut signer sur papier, oui, nous nous accordons à ne plus héberger des rebelles venant de notre pays qui attaquent la RDC. Nous nous engageons à ne pas faire ceci, nous nous engageons. Mais sur le terrain, on ne voit pas cette volonté se matérialiser. Le gouvernement a beau faire des efforts, mais ça dépend aussi de la région des Grands Lacs. Et présentement, il se tient une conférence sur les investissements dans la région des Grands Lacs. Il y a même Ban Ki-moon qui est sur place. À partir de cette conférence, on essaie un peu de voir les potentialités économiques de la région des Grands Lacs. Qu'est-ce qui empêche que la région des Grands Lacs puisse se développer, qu'est-ce qui est à la base et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un peu cette conférence-là de 2 jours qui se tient à Kinshasa, qui parle un peu de tout ça. Espérons peut-être dans les résolutions, il y aura quelque chose de bon pour nous, la RDC.